Bonsoir à tous. Comme il a dit, je vais vous présenter un peu les nouvelles au niveau astronomie et astrophysique, les nouvelles actualités en sciences qu'on a eues dans les plus vieilles remontent à il y a un peu plus de 2 mois, donc c'est actualité plus ou moins 2 mois, quoi. Donc, je vais vous parler d'abord des aurores qu'on peut avoir dans le système solaire. Ensuite, je vais vous parler d'une exoplanète renversante. Est-ce qu'on a trouvé des signes de vie extraterrestre quelque part? Ensuite, des nouvelles d'un télescope spatial qui s'appelle Euclide, qui voit plein de galaxies partout. Ensuite, on aura un anniversaire à souhaiter. Et on verra si j'ai le temps ou pas, mais une image mystère à la fin. Alors, donc, on va aller d'abord sur Jupiter, où donc là-bas, on a trouvé, avec le télescope spatial James Webb. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'est un télescope spatial qui a été envoyé maintenant il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, et qui il fait plein de jolies images. Grâce à lui, on a plein de nouvelles données scientifiques qui sont super. Et à part regarder le ciel profond, donc les galaxies qui sont très lointaines, tout ça, il regarde aussi de temps en temps les planètes du système solaire, notamment Jupiter. Et donc là, on a pu voir des aurores boréales sur Jupiter. Donc on a l'habitude d'en voir là-bas. C'est parce que vu que c'est une grosse planète, elle a un très gros champ magnétique. Et ce qui fait qu'elle a un très grand champ magnétique, donc elle arrive à récupérer toutes les particules chargées qui viennent du Soleil, le vent solaire. Donc il récupère toutes les particules chargées et quand ça arrive dans l'atmosphère, ça interagit avec les particules du gaz de l'atmosphère. Et ça fait des aurores boréales comme on voit au pôle Nord en France ou au pôle Sud. Et là, petite chose en plus, ils ont, avec James Webb, qui a une très grande sensibilité, ils ont pu voir des aurores qui, normalement, les aurores, elles bougent, elles évoluent de l'ordre sur une échelle de 15 minutes, une demi-heure. Et là, ils ont pu voir des aurores qui évoluaient presque à la seconde, donc très rapidement. Ils ne s'attendaient pas spécialement à voir donc des choses qui évoluent aussi rapidement. Et vous voyez que c'est très, très léger comme fluctuation. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir d'où vous êtes. Et pour vous rendre compte, du coup, vous avez l'image qui est transposée sur une image de Jupiter là-bas. Et petite fun fact aussi, les aurores, donc comme je vous ai dit, ça vient des particules chargées qui sont autour de Jupiter et qui viennent interagir dans son atmosphère. Donc principalement celle du Soleil. Et il arrive aussi que donc Jupiter a plein de lunes, il a plein de satellites, et il y en a notamment une qui s'appelle Io, qui en fait est la lune la plus volcanique du système solaire. Ce qui fait que, comme vous pouvez le voir ici, là, ça c'est un jet d'un volcan de Io. Et du coup, Io envoie plein de particules aussi dans l'espace, et Jupiter en récupère. Donc, ce qui fait que certaines aurores qui arrivent sur Jupiter, ça vient en fait juste grâce à Io en fait. Donc on peut voir aussi certaines aurores parfois. Donc là je vous ai présenté les petites aurores sur Jupiter. Maintenant on va aller encore plus loin. On va aller sur Neptune. Et là Neptune, pour la première fois depuis 1989, on a pu observer des aurores boréales. Et alors là, du coup, depuis 1989, parce que c'est grâce à une sonde qui s'appelle Voyager 2, qui a été envoyée donc, dans les années 70, qui est passée à côté de Neptune et qui, à l'époque, a pu prendre des images et on a pu voir qu'on avait des aurores là-bas. Mais depuis, on n'avait pas réussi à en voir. Et en fait, là, c'est grâce, vous voyez qu'avec Hubble, on ne voit rien, et avec James Webb, c'est ce qu'il y a un peu plus vert, en cyan, là. Et bien, grâce à Hubble et sa grande à Webb, James Webb et sa grande sensibilité, eh bien, on a pu voir ces aurores. Et donc, on se demandait comment ça se fait qu'on n'a pas pu en voir depuis tout ce temps, alors qu'on a plein de télescopes, Hubble, les télescopes même sur Terre, tout ça, qui observaient de temps en temps, mais on n'avait jamais pu en voir. Et bien, en fait, il se trouve que là,
James Webb, il observe dans l'infrarouge. Donc c'est une lumière que Hubble ne peut pas voir. Lui, il observe principalement dans le visible. Et donc ce qui fait qu'en fait, ces aurores étaient dans l'infrarouge. Et l'explication de pourquoi ces aurores sont dans cette partie, émettent donc dans cette partie de la lumière, c'est parce que ils ont découvert aussi que l'atmosphère de Neptune a refroidi énormément depuis 1989. Elle a perdu plusieurs centaines de degrés. Et donc, ce qui explique notamment pourquoi on a des aurores qui sont dans l'infrarouge, parce que si on veut mettre dans le visible, de la lumière visible, il faut plus d'énergie que pour émettre dans l'infrarouge. Et donc, vu que l'atmosphère s'est fortement refroidie, il n'y a plus assez d'énergie pour émettre dans la lumière visible. Donc, maintenant, pour voir des aurores là-bas, il faut regarder dans l'infrarouge. Mais il y a une autre petite chose qu'on peut remarquer sur les aurores de Neptune. Est-ce que vous remarquez une petite différence, hormis la couleur, par rapport à celle de Jupiter? Ouais, j'ai pas entendu qui c'est qui l'a vu, mais c'est exactement ça. Là, l'axe de rotation de Neptune, il est comme ça à peu près. Et ce qui fait que, comme vous pouvez le voir sur Terre ou Jupiter, ou dans la grosse majorité des planètes, les aurores boréales sont au pôle nord et au pôle sud. Or, ici, elles ne sont pas au pôle nord, elles sont à 45 degrés à peu près de latitude. Donc c'est comme si on les avait en France. Et c'est dû en fait au fait que les pôles magnétiques de Neptune sont totalement ils sont totalement ils sont plus du tout dans l'axe de rotation de la planète. Et donc ça c'est très spécifique à Neptune. Les autres donc Saturne, Jupiter, la Terre, tout ça, c'est aligné, mais pas sur celle-là. Et aussi, ces pôles ne sont pas du tout symétriques, ces pôles magnétiques. Et donc, ce qui fait qu'on a des aurores au milieu de la planète. Maintenant, on va aller encore plus loin, on va zoomer encore plus dans l'espace, et on va aller voir une exoplanète. Alors, elle, c'est une exoplanète qui tourne. Donc, je vais vous épargner le nom qui est celui-là avec une lettre en plus. Et donc, cette planète-là, elle a été découverte par hasard. Vraiment, les astronomes qui ont fait ces observations ne cherchaient pas du tout une exoplanète. Ils étudiaient juste ce couple d'étoiles. Ce que vous voyez ici, donc c'est deux étoiles. C'est une étoile binaire, en fait. C'est deux étoiles qui se tournent autour. Mais en plus, c'est des étoiles qui ne sont pas vraiment des étoiles, c'est ce qu'on appelle des naines brunes. Parce qu'en fait, c'est des étoiles qui sont pas assez grosses pour faire fusionner l'hydrogène à leur centre. Et c'est en fait ça qui fait qu'une étoile est une étoile, c'est quand elle arrive à faire fusionner l'hydrogène. Et elles sont juste en dessous la masse pour faire fusionner l'hydrogène. Donc c'est ce qu'on appelle des naines brunes. Et donc on a une exoplanète ici. En fait, ils ont trouvé une exoplanète qui tourne autour parce qu'ils étudiaient le mouvement de ces deux étoiles. Et ils ont vu, en étudiant le mouvement, qu'il y avait des mouvements bizarres. Et une des seules explications qu'il y a à ce mouvement bizarre, c'est une exoplanète qui tourne, mais dans un plan qui est totalement perpendiculaire au plan des deux planètes, des deux étoiles, pardon. Et ça, du coup, c'est la première fois qu'on voit ça. On se doutait que ça devait exister, mais donc là, c'est la toute première exoplanète qui a été découverte avec un plan totalement perpendiculaire. Et voilà. Et donc, ils ont pu déterminer qu'elle devrait faire entre 10 et 100 fois la masse de la Terre et faire le tour de son orbite. Donc, pour elle, un an, c'est entre 100 et 400 jours. Donc, voilà. Donc, vous voyez que c'est juste un petit point rouge au milieu de plein d'autres étoiles. Et donc, maintenant, on va pouvoir aller sur une autre exoplanète qui, elle, a un nom un peu plus prononçable, c'est K218b.
Alors avant d'aller voir pourquoi apparemment il y aurait de la vie là-bas, je vais vous présenter un peu ce qu'on sait déjà de base sur cette planète. Donc c'est une planète qui est dans la zone habitable de son étoile. Donc autour de l'étoile, elle est assez loin pour qu'on ne soit pas en train de cramer là-bas, qu'il y ait une atmosphère. Mais elle est aussi assez proche pour qu'il puisse y avoir de l'eau liquide, que la température soit à peu près comme celle de la Terre. De mémoire, la température estimée, elle est de moins 8 degrés. Donc on sait qu'elle est dans une zone habitable, mais on ne sait pas exactement l'intérieur de la planète, de quoi il est composé. Donc il y a eu plusieurs hypothèses. On va cacher ça parce que ça ne sert à rien. Donc la première hypothèse, c'était une planète avec une atmosphère et un sol rocheux, vraiment une planète rocheuse, comme la Terre. Mais en fait, il y a d'autres études qui ont été menées après avoir posé cette hypothèse qui ont fait qu'en fait, on sait maintenant que c'est pas le cas. C'est pas une planète rocheuse. Et donc, il y avait encore 4 possibilités. Donc, soit c'est une planète océan, donc vraiment, il n'y a que de l'eau sur la planète, il n'y a pas de sol. Soit c'est une planète comme Jupiter ou Saturne, où c'est une planète gazeuse, qui n'a pas de sol non plus. Soit on a une planète avec un océan de magma. Ou alors, c'est un cas un peu spécial, là c'est une planète où il y a de l'eau, ce qu'on appelle dans un état supercritique, où en fait c'est dans un état qui mélange, où l'eau est à la fois un liquide mais à la fois un gaz. C'est dans un état très spécial, donc entre les deux, qui a les deux propriétés à la fois du gaz et du liquide. Et donc, actuellement, on sait que c'est une de ces 4 possibilités. Mais on ne sait pas laquelle. La planète, elle fait un peu plus de 8 fois la masse de la Terre. Donc c'est une très grosse planète, mais pas très grosse non plus. C'est ce qu'on appelle soit une super Terre ou alors une mini Neptune. Et elle tourne quand même assez rapidement autour de son étoile. En 33 jours, elle fait le tour. Et alors, qu'est-ce qui a été dit sur cette planète? Eh bien, il y a des chercheurs qui ont utilisé le télescope spatial James Webb encore pour regarder un peu la composition de l'atmosphère. Donc ils ont regardé la lumière, ils ont fait le spectre de la lumière. Et dans ce spectre, donc là vous pouvez voir, on peut trouver du méthane, on peut trouver du dioxyde de carbone, donc un peu comme sur Terre. Et ils ont notamment trouvé aussi du DMS et du DNDS, donc des gaz, des molécules qui, de ce qu'ils disent, est produite uniquement par du phytoplancton et des bactéries sur Terre. Donc on voit ça. Là, c'est un autre graphe qu'ils ont mis dans leur papier où on voit que là, c'est des signes en fait, de présence de ces molécules-là. Et donc, c'est produit uniquement par des bactéries sur Terre. Et en plus, ils ont calculé que ce qu'ils observent là, il y a seulement 0,3% de probabilité que ce soit une fausse détection, que en fait ce soit autre chose, ou alors que c'est du bruit dans les données ou des choses comme ça. Donc ils sont quand même très sûrs. Et en fait non. En fait, il y a d'autres scientifiques après qui sont repassés par derrière, ils ont lu le papier et se fait. Il y a quand même des petits problèmes dans ce qu'ils ont fait. Déjà, quand ils disent que c'est produit uniquement par du phytoplancton et des bactéries, c'est faux. Parce qu'on en a trouvé dans des nuages de gaz au milieu de la galaxie. Donc quand même très peu de chances qu'il y ait du phytoplancton par là-bas. Et aussi, depuis quelques années, on arrive à en faire en laboratoire sans qu'il y ait l'intervention de bactéries et tout ça. En plus, quand ils ont fait, pour savoir quelle molécule exactement était dans le signal qu'on observe, mais ils ont pris plein de, en fait, ils se sont dit, il y a toutes ces molécules-là qui ont des caractéristiques dans la lumière qui pourraient faire que ça pourrait marcher. Mais on va regarder juste si on prend ces deux molécules-là, donc DMS et l'autre là, on va prendre ces molécules-là
et on va considérer qu'on a une planète océan, donc avec que de l'eau partout. On va faire un modèle simple, on va modéliser ça dans les ordinateurs, tout ça, et on va essayer de voir est-ce que les quantités de gaz, tout ça, et les signaux que ça ferait dans ce qu'on observerait, est-ce que ça pourrait correspondre à ce qu'on observe? Et ça marche. Et c'est là qu'ils retrouvent qu'il y ait seulement 0,3% de probabilité que ce soit faux. Le problème, c'est que leur modèle, ils disent « Ah ok, si on prend juste ça, ça marche vachement bien. » Mais ils n'ont pas regardé si derrière, en mettant d'autres molécules et en enlevant celle-là, ça marchait aussi. Et il se trouve qu'en fait, si on fait comme ça, on regarde vraiment toutes les possibilités possibles avec les autres types de planètes. Si par exemple c'est une planète avec un océan de lave, ça pourrait peut-être marcher aussi avec d'autres molécules. Et donc, ce qui fait qu'en prenant tout ça en compte, on trouve qu'en fait, il y a plus de 28% de chances que ce soit une fausse détection. Donc, on est quand même beaucoup moins sûr. Et donc voilà, ce que je vous ai dit, un seul cas qui a été considéré, c'est peut-être des signaux en fait d'autres gaz. Donc, c'est plutôt une non-découverte. Donc, ouais, non, il n'y a plutôt aucune trace de vie qui a été trouvée sur cette planète. Enfin, en tout cas, rien de sûr. Ils ont trouvé quelqu'un qui acceptait de publier leur étude? Apparemment. Mais alors, du coup, ils sont où? Ils se cachent. Donc voilà. Donc après avoir parlé d'exoplanètes, donc qui étaient quand même relativement proches, on était autour de 120 années-lumière, donc c'est dans notre voisinage très proche. On va aller un peu plus loin avec le télescope Euclide. Donc le télescope Euclide, il a été lancé donc en 2023, et donc là il y a les premières publications qui sont sorties il y a 1 mois, 2 mois, il y a 2 mois. Et donc, le télescope Euclide, en fait, lui, il a été construit, il a été envoyé pour faire une cartographie du ciel, une cartographie des galaxies lointaines, et pour étudier comment sont agencées les galaxies dans l'espace, pour étudier la matière noire, en savoir plus dessus, sur l'énergie noire, sur la cosmologie, sur l'univers en lui-même. Donc, il y a plein de choses qui sont prévues de faire avec Euclide. Et donc, il y a les premières données qui sont arrivées. Et donc, il y a eu 3 régions qui ont été scannées dans le ciel. Donc, une dans l'hémisphère nord, une dans l'hémisphère sud, et une qui s'appelle Fornax, c'est en fait dans la constellation du Fourneau qui est dans l'hémisphère sud. Et donc, ces 3 zones, elles ont été prises ici. Donc là, c'est une carte du ciel, vraiment de tout le ciel qui est observable, de toute la sphère céleste. Vous voyez que ça c'est la partie nord, la partie sud ici, et la constellation du Fourneau ici. Et bien donc là, on a juste observé ces 3 parties-là, donc ce qui fait environ 63 degrés carrés, donc une surface de 63 degrés carrés. Et il est prévu qu'à la fin de la mission d'Euclide, il est observé sur environ 14 000 degrés carrés. Donc un tiers du ciel, à peu près. Et là, donc vous voyez que fait, ça va être le tiers du ciel qui est dans les zones sombres, parce que tout ce que vous avez au milieu, c'est la Voie lactée, qui fait qu'on ne peut pas observer à travers. Et donc là, dans seulement ces 3 petites régions, on a déjà recensé environ 26 millions de galaxies, dont les plus loin sont à 10,5 milliards d'années-lumière, sachant qu'on estime l'âge de l'univers à 13,8 milliards d'années-lumière à peu près. Donc c'est quand même les galaxies les plus lointaines qu'on a pu voir dans ces images-là, donc sont déjà très très loin, très vieilles. Donc là, on va aller voir dans la partie sud. On va faire un petit zoom. Et donc là, c'est un zoom de 70 fois dans l'image. Et on voit, à part, là on a 1, 2, 3, 4, 5. À part celles avec les étoiles, là on voit qu'avec les branches là, autour, quasiment tout ce que vous voyez, c'est des galaxies.
Les galaxies qui sont plus ou moins lointaines, vous voyez que par exemple celle-là, elle est beaucoup plus proche que toutes les petites qu'on a là. Et donc déjà on voit plein de choses, donc on voit des galaxies spirales, en forme de spirale, qui sont relativement proches de nous. Et on voit aussi des galaxies ici, tout au centre. Vous voyez ici en fait, je ne sais pas si vous arriverez bien à le voir, mais là on a une galaxie en forme d'arc. On a une lentille gravitationnelle en fait. Parce qu'on a une galaxie qui, ici au milieu, en fait, elle est tellement massive qu'elle va déformer le passage de la lumière. Et en fait, il y a du coup, celle qui est en forme d'arc, en fait, elle est derrière. Et sa lumière est déformée par la galaxie. Et ce qui fait qu'on voit une image déformée de cette galaxie. Je ne sais pas s'il y en a d'autres sur cette image-là, mais voilà. On a déjà plusieurs choses qui permettent... mais par exemple, le fait d'étudier ces phénomènes de lentillage gravitationnel, donc ces déformations créées par d'autres galaxies, ça permet d'étudier notamment la matière noire. Parce que la matière noire, elle joue un rôle gravitationnel dans les amas de galaxies et dans les galaxies, qui est très important et qui permet qui fait ces déformations gravitationnelles. Et donc en étudiant justement ce qu'on voit, on peut essayer de trouver ces propriétés de la matière noire, essayer d'en apprendre plus pour savoir un peu ce que c'est, parce que pour l'instant on ne sait pas trop, à part que ça a de la masse dans les galaxies. Là il y a aussi un catalogue de galaxies, donc ce qu'on appelle résolu, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la forme de la galaxie. Et donc il y en a eu environ 380 000 qui ont été recensés. Donc ce qui fait 0,4% estimé du catalogue qu'on aura à la fin de la mission d'Euclide, qui serait d'environ, ce qui du coup, si on calcule, ça fait environ 95 millions de galaxies. Et évidemment, on ne va pas les chercher à la main dans les images. Enfin, ça a été fait un peu, mais on commence à utiliser l'intelligence artificielle parce que vous imaginez bien qu'aller chercher 95 millions de galaxies à la main dans des images, ça va être un peu compliqué. Ça ferait à peu près 30 ans en trouvant une toutes les 10 secondes, sans s'arrêter. Donc va falloir un peu de monde pour faire ça. Donc là, vous avez plein de galaxies différentes. Vous avez des galaxies en forme de spirale qui sont bien face à nous, des galaxies qu'on voit vraiment par la tranche. Là, vous avez des galaxies en train de fusionner par là. Vraiment là, vous voyez vraiment deux galaxies qui sont en train de fusionner. Voilà. Vous avez des galaxies un peu moins, des galaxies qui ont moins de formes particulières. Voilà. Là, par exemple, vous avez aussi une très grande galaxie avec une petite autour, une toute petite à côté. Et donc, en plus d'un catalogue de galaxies, on a pu avoir un catalogue donc, de ce que je vous disais, des lentilles gravitationnelles. Donc là, on en a eu environ 500. Et donc, vous voyez, en fait, tout ce que vous voyez là, c'est au centre, on a une galaxie qui est tellement massive que du coup, elle déforme ce qu'il y a derrière elle. Et vous voyez donc partout, en fait, tout ce que vous voyez autour, c'est déformé et c'est des galaxies qui sont très loin et qui sont derrière. Il y en a même certaines qui font quasiment un cercle. Là, on a un cercle parfait, quasiment. C'est-à-dire que vraiment, les deux galaxies sont bien alignées avec nous. Et ce qu'on appelle, ça fait un anneau d'Einstein. Et donc, on a des jolis cercles. On en a là aussi un petit peu. On a plein de jolies lentilles qu'on peut observer. Et donc là, on en a observé 500. En fin 2026, donc on va avoir des nouvelles données qui vont être mises au public. Et on attend environ 7000. On pense en avoir 7000 à ce moment-là. Et à la fin de la mission, environ 100 000. Donc, ce qui fait un bon paquet. Environ 100 fois plus que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, on a toutes ces lentilles gravitationnelles là, et qui permettent donc ensuite à la fin, avec toutes les données qu'on aura avec Euclide, on pourra en apprendre plus, notamment sur cette toile cosmique.
Et maintenant, on va revenir plus proche de nous, sur Terre, enfin à côté de la Terre, pour l'anniversaire de Hubble. Le télescope spatial Hubble donc, a été lancé en 1990. Donc ça fait maintenant 35 ans qu'il observe dans le ciel. Donc lui, il est juste en orbite autour de la Terre. Il est très proche de nous. Et donc depuis qu'il a été lancé, voilà, il a pu nous faire plein de jolies images. Vous avez ici une nébuleuse, donc c'est du gaz dans l'espace qui est illuminé par les étoiles qui sont autour. Là, vous avez des très jolies photos de Mars. Profitez-en parce que quand on ira au télescope tout à l'heure, ce ne sera pas les mêmes images qu'on aura. Là, vous avez une jolie image de galaxie, une spirale avec une jolie barre au milieu. Là, c'est un gros zoom même d'une nébuleuse qu'on appelle nébuleuse de la Rosette. Et là, c'est une des images les plus connues de Hubble. C'est ce qu'on appelle son champ ultra profond. Il a passé, je ne sais plus combien de dizaines d'heures, même de jours, je crois, je ne sais plus, juste à prendre des images de la même région qui représente la tête d'une épingle à porter à bout de bras dans le ciel. C'est vraiment une toute petite zone où on voyait, au départ, on pensait qu'il n'y avait rien. Avec les télescopes qu'on avait sur Terre, on ne voyait rien. Il n'y avait rien dans cette zone-là. Hubble, il a pointé là-dedans et là où on ne voyait rien, mais en fait, il n'y a que des galaxies. Et donc là, c'était ce qu'on a permis de voir que, en fait, on regarde partout autour de nous. En fait, on pense que dans une zone du ciel, il n'y a rien. Et en fait, si on regarde assez loin, on voit qu'en fait, il y a plein de choses. Oui. Quand il prend des clichés du ciel profond, Oui. il ne bouge pas, il se déplace. Lui, il est en orbite, du coup, il tourne tout le temps autour de la Terre. Mais après, il a un système pour se caler, pour s'orienter. Donc, qui permet de rester en fixant toujours la même zone. Et après aussi, il reste pas 20 heures spécialement à fixer exactement la même zone. C'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. En fait, de temps en temps, on va prendre des images et ensuite on les additionne les unes avec les autres, ce qui permet de faire ressortir vraiment le signal, tout ce qu'on voit. Et du coup, on arrive à la petite image mystère. Alors là, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être ? Oui ? Non. Là, on est dans notre galaxie, en fait. On est dans notre galaxie. Ça, c'est dans la Voie lactée, ça a été observé. En fait, ce qu'on voit là, c'est du gaz qui a été qui est durant le long d'un filament, vraiment un filament très fin. Et ce que vous voyez en fait en gris-blanc, ça a été observé en ondes radio. Donc c'est avec des télescopes radio qui sont très grands. Donc ce que vous voyez en gris, c'est en ondes radio. Et ce que vous voyez en bleu, c'est des rayons X. C'est ce qu'on a observé avec un télescope qui s'appelle Chandra, qui est dans l'espace, qui observe les rayons X. Et en combinant les deux, eh bien en fait, on a pu voir, il y a notamment ça, qui est en fait, c'est un zoom 2 ici, là. On a en fait un pulsar. Donc c'est une étoile c'est une très grosse étoile qui est beaucoup plus grosse que le Soleil, qui, à la fin de sa vie, elle a explosé en supernova. Donc elle est tellement grosse qu'en fait, à la fin, tellement de masse, tellement massive, qu'elle n'avait plus assez d'énergie à la fin elle n'arrivait plus à faire fusionner ces éléments pour faire de l'énergie, pour faire de la chaleur. Et ce qui fait que vu qu'elle produisait plus d'énergie, toute sa masse s'est recontractée sur elle-même. Et elle a explosé. Et à la fin, en fait, il restait plus qu'un noyau un noyau très concentré.
et qui tourne très rapidement sur lui-même et avec un très gros champ magnétique. Et ce qui fait qu'en fait, en tournant sur lui-même, de temps en temps, il y a un de son pôle, en fait, les pôles magnétiques qui ne sont pas orientés comme Neptune avec l'axe de rotation. Et avec son très fort champ magnétique, en fait, on a plein de, on a des signaux qui sont envoyés au pôle magnétique. Et vu qu'il tourne, de temps en temps, on reçoit périodiquement un signal. Et donc on le voit là. Et donc c'est quelque chose en fait, qui est très énergétique. C'est pour ça qu'on l'observe en rayon X, parce que du coup les rayons X c'est quelque chose c'est des rayons qui sont très énergétiques comparés aux rayons infrarouges dont je vous parlais tout à l'heure, qui eux c'est un peu l'opposé. Oui. Même les ondes radio qui sont eux très, très faiblement énergétiques. Et donc on voit là, et en fait il est passé vraiment pile dans le filament. Et on voit qu'il emporte, qu'il fait un effet là, qu'il emporte avec lui un peu de gaz de filament autour de lui. Et bien, finalement j'ai été. Oui, pardon. Un pulsar, ça ne peut pas donner un trou noir au bout d'un certain temps? Non, justement en fait c'est que l'étoile, quand l'étoile a explosé, elle était pas assez massive pour faire un trou noir. Mais du coup, ça s'est arrêté à ça. Mais peut-être que si elle avait été un peu plus massive, ça aurait fait un trou noir. On peut savoir à combien d'années-lumière se trouve un objet céleste dans C'est une très bonne question. Alors, pour ceux qui sont assez proches de nous, comme les étoiles qu'on voit dans le ciel et qui sont assez proches, en fait, on le voit facilement parce que quand la Terre elle tourne autour du Soleil, elle se déplace par rapport aux étoiles un peu. Et celles qui sont assez proches, du coup, on les voit qui bougent. Elles bougent un peu. Si tu prends une image en janvier et une en juin, vu qu'on se retrouve de l'autre côté du Soleil, quand on tourne sur le Soleil, on va voir un mouvement de l'étoile par rapport aux galaxies qui sont loin derrière, qui, elles, ne vont pas bouger parce qu'elles sont très très loin. Et en mesurant de combien elles bougent, tu peux savoir à quelle distance elle est. Et il y a d'autres méthodes après pour les galaxies qui, elles, sont très très loin et elles, du coup, on ne les voit pas du tout bouger dans le ciel. Et elles, c'est en regardant la lumière, en fait, on sait que plus les galaxies sont loin, et en fait, quand tu regardes la lumière, par exemple, l'hydrogène, par exemple, il va émettre, quand il émet de la lumière, il va émettre juste certaines couleurs. Et on sait que sur Terre, quand on l'observe sur Terre, il va émettre ces couleurs-là. Mais quand on l'observe des galaxies qui sont très lointaines, la couleur elle va être un petit peu décalée. Elle va être un peu plus rouge. Et ce qui fait qu'en mesurant de combien c'est un peu plus rouge, on peut savoir à quelle distance elle est. Et après, il y a d'autres méthodes aussi. En regardant certaines étoiles, on peut savoir que en fait, elle a telle intensité lumineuse. Elle éclaire tant. Et en mesurant en vrai, nous, de combien on la voit éclairée, on va savoir quelle est à telle distance. Voilà. Il y a d'autres méthodes après, mais c'est les principales. Ouais. Le système avec les deux étoiles, Ouais. avec les exoplanètes, c'est stable ça comme système? Ouais, en tout cas, ça a l'air d'être stable parce que là, ils estiment que du coup, le système, il a environ 45 millions d'années. D'ailleurs, justement, c'est dans leurs hypothèses de est-ce que c'est une planète ou autre chose, ils pensaient peut-être au départ à un disque de débris, un disque de poussière là où se forment les planètes. Mais en fait, vu l'âge du système, vu qu'ils estiment à 45 millions d'années, et qu'un disque de poussière là où se forment les planètes, ça vit que quelques millions d'années. À partir de 5-10 millions d'années, il n'y a plus de disque et les planètes sont formées. Donc, ça fait déjà plusieurs dizaines de millions d'années que la planète est là.